de Didier Raoult à Greta Thunberg, la mort de la science. Alors, d'abord pour poser les bases, parce que j'en vois qui s'énervent, qui disent oh là là, on touche pas à mon Didier Raoult. Non, je suis pas là pour critiquer Didier Raoult, ni Greta Thunberg d'ailleurs, mais c'est pour réfléchir autour de la question de la science après ce qu'on a vécu. Parce qu'on a vécu une période pas évidente. Donc c'est pas une position contre ou pour Didier Raoult, peu importe, mais comment peut-on aujourd'hui juger la science après ce qu'on a vécu? Comment peut-on juger la science après une nouvelle là, qui est tombée il y a quelques heures, quelques jours? Greta Thunberg nommée experte coronavirus sur CNN, la chaîne de télé américaine. Donc voilà, où en est aujourd'hui la science, où une jeune fille de 17 ans doit toute son expertise à l'émotion. Cette jeune fille-là se retrouve sur un plateau télé aux côtés d'experts un peu plus dignes de ce nom. Donc, comment penser tout ça après ce qu'on a vécu? Je ne vais pas vous refaire le tableau, hein, vous avez compris à peu près ces affaires de confinement, de masques, de chloroquine et de reste chez toi où c'est 150 euros. Euh, on a été pris dans un espèce de tempo extrêmement rapide où les événements se sont enchaînés à une vitesse incroyable, une info en chassait l'autre. Et ça a été le cas aussi dans le domaine de la science. Tous les jours, on nous disait des chercheurs de tel pays ont découvert ça, des chercheurs de tel pays pensent avoir découvert tel symptôme, des chercheurs d'un autre pays pensent qu'il va y avoir tant de morts à la fin du mois d'avril, de mai. Tout est allé très vite et forcément, le symbole un peu de tout ça, au moins en France et même à l'étranger, parce qu'on en a parlé jusqu'aux États-Unis, aux States, c'est Didier Raoult. C'est Didier Raoult, évidemment, qui a incarné la figure du scientifique médiatique, celui qui apportait des réponses au grand public dans les médias d'abord, puis ensuite via sa chaîne YouTube. C'est un concurrent. Ah, il m'a doublé en nombre d'abonnés, le bougre. Ouais, bah, c'est normal, je vais me laisser pousser les cheveux, la barbe. On va voir s'il fait encore le malin, Didier. Mais tout ça pour dire que Didier Raoult a cristallisé un petit peu les passions. Il a vraiment focalisé tous les regards parce que on avait un scientifique qui arrivait contre la parole du gouvernement, contre la parole de beaucoup de ses confrères. Ce scientifique arrivait et disait voilà les études que j'ai menées, voilà une solution qui pourrait être intéressante. L'hydroxychloroquine, là encore, je vous refais pas le tableau, vous avez peut-être suivi ou pas. En tout cas, Didier Raoult avait mené des études qui avaient des résultats assez intéressants pour traiter, dans les premiers temps, les symptômes du coronavirus. Et donc, Didier Raoult s'est fait attaquer de toutes parts, forcément, parce qu'il allait plus vite que la musique, plus vite que la parole gouvernementale, alors que, et c'est là où c'est intéressant, et c'est la raison pour laquelle je voulais parler de ça avec vous, c'est que Didier Raoult, si on écoute son discours, incarne la figure du scientifique tel qu'on peut l'apprécier. C'est-à-dire que Didier Raoult, malgré son apparence, malgré un discours effectivement plus musclé que ce qu'on aurait pu attendre d'un scientifique, Didier Raoult est arrivé et a dit, voilà, je fais des recherches, je suis médecin, les résultats de mes premières études permettent d'entrevoir une solution, le temps presse, avons-nous vraiment le temps de mener des recherches sur un temps long, ou peut-on, en tant que médecin, utiliser des solutions qui semblent marcher pour parer au plus pressé, disons. Mais il n'a jamais affirmé que sa solution était la solution ultime et qu'il fallait arrêter les recherches là et que c'est bon, on avait gagné. Il y avait une posture qui était celle d'avancer pas à pas, découverte après découverte, d'échanger avec les autres scientifiques qui étaient prêts à prendre en compte ces retours, à prendre en compte ces résultats, peut-être même à les appliquer, les approfondir, voire les dénier. Mais toujours est-il que Didier Raoult est arrivé avec cette véritable posture scientifique d'avancer pas à pas. Forcément, et c'est d'ailleurs le cœur de l'affaire, et c'est ce qui pose problème, c'est pour ça que je parle de mort de la science, c'est l'emballement médiatique. Un emballement médiatique complètement dispensable, où tous les journalistes, ou en tout cas un grand nombre de journalistes, d'experts autoproclamés, sont arrivés, ont monté la mayonnaise, comme on dit dans le milieu de la gastronomie, à vouloir faire de chaque déclaration de Didier Raoult, ou contre Didier Raoult, ou sur Didier Raoult d'ailleurs, de faire de ça un clash, un buzz pas possible, pour faire monter l'affaire, pour faire le buzz. Comme disent les jeunes, on va prendre des mots de jeunes. Donc, c'est assez terrible parce qu'on a vu, si vous voulez, des experts autoproclamés dont la seule légitimité était d'être sur un plateau télé, parce que derrière les CV étaient quand même pas abondants,
On a vu par exemple une personnalité comme Daniel Cohn-Bendit inviter Didier Raoult à fermer sa gueule, fin de citation. Donc Daniel Cohn-Bendit, le célèbre scientifique, connu effectivement pour ses démêlés judiciaires, on ne reviendra pas là-dessus, et curieusement un Daniel Cohn-Bendit qui était beaucoup plus silencieux au moment de l'affaire Matzneff, mais ça n'a rien à voir, mais permettez-moi quand même de le souligner. Donc toujours est-il que la situation qu'on a vécue, les dernières semaines qu'on a vécues sont très intéressantes sur ce plan-là. Parce que si on essaie de réfléchir un petit peu à ce qu'est la science, et on l'a vu à travers les âges, à travers les siècles, la science n'accepte pas les vérités établies. Par exemple, tu as des types comme Galilée, qui sont arrivés, qui ont dit, bon les gars, ok, la Terre est plate, si vous voulez. Mais t'as vu, si tu retournes la feuille, elle a l'air ronde quand même, la Terre. Et là, pauvre Galilée, on lui a dit, écoute, Gali, bon, la Terre, elle est plate, on a dit, c'est écrit dans les livres de nous, donc voilà. Maintenant, si t'es pas contre l'idée d'une bronzette sur bûcher, on peut se débrouiller, on peut s'arranger entre nous. Donc tu vas dire la Terre est plate, sinon direction El Fuego. Bon, voilà, Gali, il a dit, bon, d'accord, très bien, quand même. Et donc ils ont réfléchi, voilà. Mais aujourd'hui, quand on regarde ces événements, quand on regarde l'histoire de la science, et qu'on regarde tous ces découvreurs qui ont été regardés avec des gros yeux, qui ont certains été tués parce qu'ils avaient découvert, qu'ils avaient fait un pas supplémentaire. Quand on regarde cette histoire-là, on se dit que c'est une évidence, que effectivement la science avance pas à pas et que les certitudes d'aujourd'hui seront de toute évidence démontées demain et jusqu'à avancer comme ça, année après année, siècle après siècle, millénaire après millénaire. On sera plus là, mais c'est la trajectoire. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ça. Et pourtant, dans cette crise du coronavirus, tout a été balayé d'un revers de la main, façon Richard Gasquet, où on a considéré que science et vérité cohabitaient à merveille, alors que ça n'est pas le cas. La science n'est pas là pour établir des vérités, elle est là pour établir peut-être des convictions, peut-être des certitudes, mais qui toujours doivent prendre en compte la nécessité d'être remises en cause, voire d'être démenties. On a découvert à une époque que les saignées pouvaient être bénéfiques. Bon, bah, si on en était toujours là, moi, il me resterait plus une goutte de sangria. Donc, on voit bien que la science a toujours avancé de cette manière-là, que science et vérité ne cohabitent pas, et pourtant, pendant la crise du coronavirus, on a pensé qu'il y avait une vérité établie, parfois même par le gouvernement, on va y revenir dans la vidéo, comme une parole scientifique acceptable, et une parole scientifique qui ne l'était pas, une parole validée, une parole invalidée. Et donc, c'est vraiment très intéressant de voir ça. Et Didier Raoult, d'autres dont on a peut-être moins parlé, ont incarné ça à merveille. Ces scientifiques qui n'hésitaient pas à remettre en cause les connaissances, remettre en cause la parole établie pour proposer des voies de solution qui peut-être seront démontées. Des études sont en cours sur l'hydroxychloroquine. Donc, il y a vraiment cette notion qui est assez centrale du doute comme vertu en science et pas comme tard. Douter en science, c'est quelque chose d'assez positif. On pense évidemment à René Descartes. La question du doute, René Descartes, son idée, elle était simple, c'est que, bon, le mec, il doutait. Bon, c'est clair que René Descartes, tu l'invites à l'apéro, faut poser la semaine. Parce que le gars, tu veux un pastis, René? J'ai un doute. Donc c'est vrai que ça peut être un poil long. Mais la démarche de René Descartes, elle est là. Elle est de vouloir, comme il a dit, comme il disait, refonder l'édifice des sciences. C'est-à-dire prendre toutes les connaissances établies et voir si elles se vérifiaient dans différentes conditions et si elles étaient d'une certaine manière immuables. Bon, ben finalement, il en est arrivé à une seule petite connaissance, le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis. Voilà, que tu connais évidemment. Et pour René Descartes, c'était voilà l'espèce de seule certitude et encore que l'on pouvait avoir, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai la capacité de penser, c'est la preuve de mon existence. Quand bien même mon enveloppe physique, par exemple, serait une illusion. Bon bref, je veux pas te faire un cours sur Descartes, on n'est pas au poker, Descartes. Bon bref, ouais, l'humour c'est pas trop mon truc. Mais donc voilà, c'est la démarche de René Descartes qui date de plusieurs siècles, elle est hautement intéressante
et encore plus par rapport à la période qu'on a vécue, de penser que la science n'est pas le lieu des vérités, mais bien le lieu d'une remise en cause permanente. Donc, forcément, je vous mets en garde, quand vous voyez des experts à la télé, qui soient virologues qualifiés, qui soient chercheurs reconnus, ou qui soient joueurs de baby-foot, parce que sur BFM TV, c'est à peu près ça le niveau, pensez toujours à ça, que quelqu'un qui arrive et qui dit, ben voilà, la science est comme ça, ou on a découvert ça, c'est bon, c'est fini, on ferme le rideau, à dégager voix 12, pensez à ça, à cette question-là de la science comme euh, une évidence à remettre en cause en permanence. Et voilà, donc forcément, pour faire un pont, je vous parlais de Didier Raoult, mais je vous parle aussi de Greta Thunberg, parce que c'est presque le revers de cette sombre médaille de la vision de la science actuelle que nous avons dans notre société actuelle. Greta Thunberg marque aussi à sa manière la mort de la science et la victoire de l'émotion. Euh, non pas que ceux qui suivent la chaîne le savent, hein. Greta Thunberg, c'est pas ma pote. Voilà, hein. It's not my friend, comme on dit dans l'Arkansas. Mais l'idée, elle est que Greta Thunberg tient sa seule légitimité au fait d'être une jeune fille de 16 ans, 17 ans, on ne sait plus trop où elle en est, d'être atteinte du syndrome d'Asperger, tel qu'elle le marque sur son profil Twitter, je me permets de le dire parce qu'elle l'expose à la vue de tout le monde, et elle a aussi la légitimité de ne pas aller à l'école et de mener un espèce de combat, tout à fait louable ou pas, la question n'est pas là. La question, elle est de savoir que représente sur le plan scientifique Greta Thunberg. On dit qu'elle est là pour vulgariser la parole des scientifiques. C'est à la fois une bonne chose, mais c'est à la fois la preuve que les citoyens que nous sommes n'ont plus la patience ou l'intérêt d'écouter les scientifiques. Et malheureusement, on est dans une science qui devient le trône de l'émotion, qui devient le domaine de l'émotion, où pour porter un message scientifique qui concerne le plus grand nombre, il faut passer par l'émotion. Il faut passer par la peur, bien évidemment, comme on l'a constaté, mais aussi par la tristesse, par des émotions souvent graves. Et c'est assez terrible ce constat-là, de se dire que sans l'émotion, qui est aujourd'hui capable de prendre en compte une réalité scientifique sérieuse, toujours en pensant qu'elle peut être remise en cause. Mais c'est vraiment terrible ce règne de l'émotion, aussi le règne du conflit. Parce que on parlait tout à l'heure des accusations qui ont été faites à Didier Raoult, notamment l'accusation de climato-sceptique. Alors, si on s'arrête un petit peu sur ce mot de climato-sceptique, il faut noter que, comme je vous le disais tout à l'heure, le scepticisme en science est une vertu. Le scientifique qui est sceptique, le scientifique qui doute, c'est celui qui va, par exemple, découvrir la propriété d'une molécule et toujours se dire, est-ce que je suis certain de ces découvertes? Est-ce que ce que j'ai découvert pourrait s'invalider dans telle ou telle condition? Et donc, forcément, l'accusation de climato-scepticisme, pour un chercheur, c'est un compliment. C'est-à-dire que c'est un chercheur qui n'hésite pas à remettre en cause ses convictions, et donc, quoi de plus positif? Je vois pas trop ce qu'il y a de négatif là-dedans. Et pourtant, donc si on revient au cas Didier Raoult, on l'a accusé de climato-scepticisme, donc c'est quasiment l'insulte la plus méchante, juste en dessous de fils de chien galeux sur la hiérarchie. On l'a accusé de climato-scepticisme, en plus pour une tribune écrite dans Le Point en 2013, je crois, qui n'avait rien à voir, où Didier Raoult critiquait seulement les modèles mathématiques qui étaient utilisés pour les prédictions climatiques et qui, pour la plupart, à 90%, quelque chose comme ça, s'étaient avérés fausses. Donc il critique ça, il ne nous remet pas forcément en doute le réchauffement climatique. Il a eu une autre déclaration des années plus tard où il disait qu'à titre personnel, il ne voyait pas le réchauffement climatique. Je trouve que la citation pardon, est assez claire, contextualisée, ça ne concerne que lui. Donc voilà des attaques, si vous voulez, qui cherchaient bien évidemment à le descendre en flèche pour des raisons qui sont plus que discutables. Donc voilà ce qu'on peut essayer de dire, hein, ce à quoi on peut essayer de réfléchir. N'hésitez pas à mettre en commentaire hein, ce que vous en pensez, on va papoter. Là, il y a Silmatix, l'hydrocéphone, fidèle de la chaîne, qui est là, qui commente. Donc salut l'ami, j'espère que tu vas bien. Voilà ce que je peux vous dire sur la question de la mort de la science et de l'importance, nous, en tant que citoyens, de se mettre dans une disposition quand même différente, qui est de ne pas tenir pour acquis toutes les découvertes. On a tous connu ça hein, pendant le confinement, quand on discutait avec des collègues sur Skype, bien évidemment, ou les quelques collègues qu'on a pu croiser, on était tous à vouloir avoir la petite info en plus. C'était pour dire, ah oui, mais attends, t'as pas lu Marie-Claire ou Femme Actuelle? Alors ils ont dit qu'il y avait une découverte.
Apparemment, le poil de cul de belette pourrait sauver du coronavirus. Et là, on était content parce qu'on avait l'info. On faisait les beaux, on l'a tous fait, moi le premier. Mais toujours penser qu'il y a le doute derrière, il y a le scepticisme, et ça fait pas de mal. Ça fait pas de mal. Pas de stress, il y a point S, évidemment, pour citer Patrick Bosso dans une pub devenue légendaire. Donc,